Déjà 25 personnes connectées. Ouais, bah écoute. « 26, 27. It's growing up. » Mireille, ils nous entendent déjà? Non, Oui, peut-être. nous sommes. Très J'ai bien. lancé Eh ben, tant mieux. l'enregistrement pour le Eh ben, tant replay. mieux. Donc, mesdames et messieurs, vous aurez un replay disponible à l'issue d'ailleurs de ce module de formation. Nous avons fait une vocalise. Oui. Francis nous a interprété magnifique ouverture de l'opéra de Verdi. Le plan comptable en la mineur, c'était magnifique. Le temps de faire couler les derniers cafés. Évidemment, ce droit nous est ôté puisque nous serons en train de vous délivrer toute la science de Maître Francis Ritter. Ah non, Clotilde, je vois que vous avez pas eu, vous ne m'avez pas entendu, mais c'est trop tard. Verdi, Verdi. Avec des amateurs d'opéra, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh bien, il est C'est un grand moment. 59. J'ai una lacrima. Pour le prochain webinaire, je sais pas, on verra peut-être un opéra en langue de Goethe. Ça te dirait, Francis? Ah bah, aucun souci, on est prêt à tout. Alors, petit report météo, histoire de nous faire des amis. Hein. Je ne sais pas où vous êtes en France. Il se trouve que Francis et moi sommes à quoi? Allez, 30 km à vol d'oiseau? 30 km à vol d'oiseau, oui. Ouais, toi, tu es sur la frontière est du Dans le département, Haut-Gard. dans le Gard. Voilà, moi, je suis à Nîmes. Francis est à la frontière gardoise entre le Rhône et Vaucluse. Et Vaucluse. Et nous sommes sous une tempête de ciel bleu. Bon, on a un peu froid quand même, parce que le Mistral s'est levé. Et il fait frisquer, comme on dit. Voilà. Ok, ok. Eh bien, 10 heures pile. 10h00. Bah écoutez, c'est en train de. Le compteur est en train de grimper, c'est bien. Vous étiez 160 inscrits. Nous sommes à peu près à un tiers des personnes inscrites qui sont connectées. On va encore attendre 2 minutes. Est-ce que le temps nous est compté? Time is business. En plus, c'est jour de reprise. Hein, on n'y pense pas, mais hier étant un jour férié, c'est jour de reprise. Vos clients, copropriétaires, bailleurs ou locataires ont eu 3 jours pour vous solliciter et je dirais peut-être bien remplir vos messageries téléphoniques et boîtes mail. Donc nous allons essayer d'être concis, précis. Allez, encore 1 minute. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon, de toute façon, on a prévu 45 minutes d'introduction, donc ça nous laissera un peu de temps. Voilà. Bon, sinon, la météo économique, ça va, Francis, globalement? Ben, c'est pas facile pour tout le monde, mais globalement, alors après ça dépend un petit peu des régions, mais 2023 n'a pas été une année géniale, et le début de 2024, c'est pas terrible partout non plus encore. Ouais, comme on dit chez nous, c'était moyennasse. C'était moyennasse, Voilà. un peu mouligasse. Mouligas, moyennasse, tous les superlatifs en as qu'on Ouais. connaît bien dans le sud.
On va Allez, redémarrer c'est peut-être. 10h02. Eh bien, écoute, mon cher Francis, ce que je te propose, c'est que nous démarrions par le côté introductif. Ça permettra à d'autres personnes de nous rejoindre. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de consacrer une partie de votre matinée à ce webinaire que nous vous proposons. Bienvenue chez vous. Pourquoi bienvenue chez vous? Parce que Galian est aussi votre entreprise, un client sociétaire. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en effet, on vous doit un petit peu plus que la lumière. Et eh bien, justement, cette lumière va venir ce matin, alors en toute modestie, par moi. Alors je suis Fabrice Fourès, mais plus par toi évidemment. Moi je suis une petite bougie, un candelabre face à la maglite que tu es, voire même le soleil. N'hésitons pas, soyons fous. Donc moi je suis Fabrice Fourès, je suis formateur assurance interne et externe sur tous les sujets assurantiels, avec pour objectif bien sûr pas faire de vous des assureurs, mais vous donner en tout cas les points importants pour utiliser l'assurance au mieux dans votre quotidien de professionnel Loaouguet. Et puis, celui que vous attendez tous, alors là, c'est le soleil qui va illuminer et délivrer tout son éclairage. C'est Francis Ritter. Francis. Oui, ben bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Alors Soleil, je sais pas, mais personnellement, je suis auditeur chez Galian depuis, comme vous le voyez, depuis 2002, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. J'ai réalisé plus de 3000 audits et j'ai trouvé un peu dommage d'avoir acquis toute cette expérience et de pas pouvoir en redistribuer une partie. Donc depuis quelques années, j'essaye en parallèle de mon métier d'auditeur à faire un petit peu de formation, de mission conseil et de mettre en avant tout ce que j'ai pu glaner de bon chez vous et éventuellement de mauvais aussi. Le bon pour essayer de limiter, le mauvais pour essayer de l'éviter. Et en temps de crise, et notamment avec l'initiative de la FNAIM, il s'est monté une cellule Agir pour essayer d'accompagner les agences qui ont connu qui connaissent quelques difficultés avec la crise de l'immobilier actuelle. Est-ce que c'est une vraie crise ou autre? L'avenir nous le dira. En tout cas, on a quelques petites difficultés pour certains d'entre vous. Donc, on voulait faire ce petit webinaire avec Fabrice. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? Nous allons parler de la procédure budgétaire, de la détermination des besoins de financement pour une agence. Et enfin, qu'est-ce qu'un plan de trésorerie et comment faire un plan de trésorerie? Fabrice reviendra vers vous pour, au-delà d'arriver à mesurer, maîtriser les difficultés, eh bien, il y a aussi des pistes dans l'optimisation et la diversification du chiffre d'affaires. Fabrice, reprendra la main en fin de cette intervention. Alors, le webinaire s'appelle Gérer son agence en temps de crise. Maintenant, je voudrais démarrer en disant que tout ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, ce ne sont pas uniquement des procédures à mettre en place en temps de crise, mais j'allais dire c'est des procédures qui sont à mettre tout simplement en tant que chef d'entreprise, même sur des agences qui vont bien. Je vous propose de démarrer par la procédure budgétaire. Et la procédure budgétaire, pour moi, elle s'insère dans 5 pratiques qui font la différence. J'ai essayé au cours de ces dernières années de recenser un petit peu les agences qui avaient les meilleures rentabilités et d'arriver à voir si on pouvait dégager un petit peu un profil type de ces agences. Alors je pense de très très loin de ne pas être exhaustif, mais en tout cas on retrouve à chaque fois ces 5 pratiques dans les agences les plus performantes. Ces 5 pratiques sont respectivement une stratégie, un business model, savoir où on va, on a réfléchi à ce qu'on veut faire et à la façon dont on veut le faire. La formation de son personnel, avec un niveau de compétence qui s'élève aujourd'hui pour pouvoir au mieux accompagner ses clients. Une organisation, l'organisation là aussi est particulièrement importante et fait partie des bonnes pratiques. Et enfin, les 2 dernières qui vont nous intéresser plus particulièrement ce matin, procédure budgétaire et suivi au travers de tableaux de bord, et puis la solidité financière. C'est sur ces 2 sujets-là qu'on va se concentrer ce matin, avec donc encore une fois la procédure budgétaire d'entrée. Je vous propose de réfléchir un petit peu à le déroulement d'une procédure budgétaire qui va commencer avec l'objectif, la détermination des objectifs commerciaux, vraiment l'animation de la force de vente, on peut dire.
Cette détermination des objectifs commerciaux va nous permettre de déterminer des contributions individuelles de chaque commerciaux qui vont permettre de déterminer le budget général de l'agence. Bien sûr, une fois que ce budget est fait, le budget, c'est pas une chose qu'on fait uniquement pour se faire plaisir, mais c'est aussi pour faire quelque chose pour le suivre dans le temps et pour pouvoir être le plus réactif possible si on constate des dérapages ou des difficultés. Donc, après l'établissement du budget, le suivi du budget, la mise à jour du réalisé pour comparer ce qu'on a réalisé par rapport à ce qu'on a projeté, et enfin, analyse et calculer et analyser les écarts potentiels. Je propose qu'on détaille un tout petit peu ces différents événements. Les objectifs commerciaux. Alors déjà, les critères de performance, moi j'en ai relevé quelques-uns qui sont qui ne sont pas les miens, qui sont les vôtres, ceux que j'ai repérés au niveau de vos différentes agences. C'est là encore très très loin d'être exhaustif, mais l'idée est de déterminer vous-même vos propres critères de performance de vos commerciaux. On va vraisemblablement retrouver là-dedans le nombre de mandats, en volume mais aussi en progression d'une période sur l'autre, le nombre de mandats exclusifs, la part d'exclus sur le nombre de mandats total, le taux de transformation de ces mandats, donc le nombre de ventes rapporté au nombre de mandats, le taux de rendement, ça peut être le nombre de mandats sur le nombre de rendez-vous effectués. Peut-être que ça va choquer. Ça va peut-être pas être parmi vos critères de performance les plus mis en avant, mais on a encore beaucoup d'entre vous qui continuez de faire de la prospection téléphonique. Et puis, alors on ne le verra pas dans le cadre de cette matinée, mais je rappelle qu'aujourd'hui dans les ratios de productivité, on est pratiquement à une vente par mois dans la partie médiane pour les commerciaux. Donc tous les moyens pour avoir une vente de plus, c'est significatif sur le résultat global. Donc taux de prospection téléphonique, pourquoi pas, nombre de rendez-vous sur nombre d'appels, chiffre d'affaires bien évidemment, chiffre d'affaires réalisé en volume, en progression. Donc on va se concentrer uniquement sur sur ces quelques critères de performance, mais encore une fois, il faudra rajouter les vôtres et personnaliser vos critères propres à chaque agence et peut-être à chaque commerciaux. L'idée est d'en faire un petit tableau, donc un suivi commercial où vous allez répertorier donc encore une fois vos différents objectifs. Vous allez prendre un commercial. Ici, vous allez prendre votre meilleur commercial, Monsieur Anquedal Yves, le fameux Yves Anquedal, et vous allez examiner son réalisé. Son réalisé de N-1, eh bien, il a réalisé 811 appels, 47 rendez-vous, etc., etc. Ce réalisé va vous permettre de déterminer un budget. J'insiste sur le fait que la détermination d'un budget, c'est un contrat qu'on passe avec un négociateur et que c'est quelque chose qui est négocié avec le négociateur. Il faut que le négociateur, quelque part, accepte. Alors, c'est vous le chef d'entreprise, c'est vous qui fixez les objectifs, mais ces objectifs doivent être réalistes et ils doivent quelque part être acceptés par votre commercial. L'idée enfin, et c'est pour éviter d'avoir... Alors tiens, j'aimerais vous raconter une petite anecdote rapide qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, mais parce que elle m'a marqué. Au bout de 20 ans de métier, j'ai encore eu une personne dont je vais faire l'audit et qui, à la question traditionnelle, une fois que j'ai dit bonjour, de demander alors comment ça marche, comment marche l'immobilier, comment marche votre agence, elle me répond, mais vous pouvez pas savoir, je vous jure que c'est vrai, le malheur qui vient de m'arriver, mon comptable vient de m'avertir que j'ai perdu 80 000 euros. Je suis resté un petit peu bouche bée. Je lui ai quand même dit, mais vous n'aviez pas des signes avant-coureurs, etc. Non, j'ignorais complètement que j'avais perdu 80 000 euros. Donc c'est enfin bien sûr un cas un petit peu extrême, mais d'où l'importance quand même de ne pas attendre la production des comptes annuels de votre bilan établi par l'expert comptable pour être en mesure de réagir si tout se passe pas bien comme prévu. Et donc encore une fois d'avoir une vision réaliste, pertinente et régulière de votre activité. Donc on va budgétiser, votre budget va être réparti de façon mensuelle pour pouvoir être suivi mensuellement. Ce budget mensuel, bien sûr, l'idée, c'est de le comparer avec le réalisé. Imaginons qu'on se trouve au mois d'avril. Le réalisé va être comparé au budget
mensuel du mois d'avril. Encore une fois, le budget mensuel, c'est pas forcément une division par 12 uniquement, ça peut être aussi incorporer une certaine saisonnalité, mais en tout cas, il est important d'avoir un budget mensuel et de comparer le réalisé par rapport à son budget. On va donc tirer des écarts et analyser ces écarts. Mais au-delà de ça, peut-être encore plus important, on va se concentrer sur le cumul. Le cumul à fin avril, donc les 4 premiers mois de l'année, si vous avez un exercice qui correspond à l'année civile, bien sûr, ces 4 premiers mois qu'on va comparer au cumul réalisé des 4 premiers mois, et là aussi, tirer des écarts qui vont être évidemment beaucoup plus significatifs. Et enfin, ce cumul réalisé à fin avril, on va pouvoir y additionner le budget restant, donc de mai à décembre, pour avoir une projection de l'exercice, un affinement qui va se faire au fur et à mesure de l'année. Plus l'année va augmenter, va se passer, et plus la projection sera affinée et va permettre de déterminer des écarts en le comparant là aussi au budget initial. On s'aperçoit quoi? Que à fin avril, dans ce cas présent, si la fin de l'année s'effectue tel qu'on l'a projeté, eh bien, on aura pour mon commercial, il sera sur un nombre de mandats exclusifs inférieur au budget. Par contre, il est en avance au niveau du nombre de ventes, et puis en termes de chiffre d'affaires, comme il a vendu avec des honoraires moyens par vente un petit peu plus faibles, il se retrouve encore une fois là un petit peu en difficulté par rapport aux objectifs initiaux. Le fait de pouvoir suivre ça va permettre de mettre en place des actions correctrices en cours d'année, de façon à limiter éventuellement les dégâts, voire éventuellement pouvoir aussi profiter d'opportunités qui n'avaient pas forcément été prévues au départ, mais dont le réalisé va nous donner une idée. Voilà un petit peu l'idée générale du budget concernant le suivi commercial. Ce suivi commercial, il va nous donner droit, il va nous contribuer à justement des contributions individuelles. Ces contributions individuelles, eh bien, toujours pareil, on va partir du réalisé de chiffre d'affaires, du budget. Le taux de commission reversé, ici pour l'exemple 45%, mais c'est pas forcément une moyenne, hein, c'est pour l'aspect pédagogique. Donc des commissions rétrocédées, des honoraires qu'on va considérer comme nets, en dessous duquel on va pouvoir commercial par commercial affecter un certain nombre de charges pour pouvoir suivre au mieux les objectifs du commercial. Je pense que c'est très bon de faire participer ces commerciaux là aussi à cette contribution. Les commerciaux sont pas forcément toujours conscients des charges qui sont à supporter par l'agence au-delà de ses commissions propres. Donc c'est vraiment un outil aussi pour pouvoir discuter avec eux. Et enfin, donc cette contribution individuelle de chaque commercial va pouvoir permettre de déterminer le budget général de l'agence, les contributions commerciales, plus les différentes charges, plus ou moins d'ailleurs, les différentes charges et autres produits propres à l'agence, et va nous permettre de déterminer donc un résultat prévisionnel avant impôt sur société. Là aussi, l'idée sera dans le suivi commercial, dans le suivi du budget, de faire la même chose que ce qu'on a fait au niveau des critères de performance, le réaliser du mois par mois, le cumul mois par mois, la projection jusqu'à la fin de l'année. Le mise à jour du réalisé, donc c'est ce qu'on vient de voir plus ou moins, hein, donc bien sûr, le suivi et l'analyse des écarts, eh bien c'est ce qui va nous permettre de déterminer les actions correctrices si on s'écarte de l'objectif de départ. Donc un petit récapitulatif rapide de la procédure budgétaire. On part d'un réalisé pour déterminer des objectifs de l'année à venir. On va donc mensualiser son budget, et puis tous les mois, le budget du mois sera comparé au réalisé du mois. On va déterminer des écarts et analyser ces écarts. En cumul, du budget à la fin du mois M va être comparé au cumul du réalisé à fin M également. On va belote et rebelote et calculer des écarts, analyser ces derniers. Et enfin, le cumul réalisé à fin M plus le budget de l'année restant va nous permettre de déterminer une projection de l'exercice. Cette projection va être analysée et comparée par rapport au budget initial
afin toujours pareil d'en déterminer des écarts et d'agir sur les écarts négatifs. Alors c'est un petit peu théorique. On va vous aider un petit peu aussi dans la détermination de votre procédure budgétaire avec quelques chiffres qui vont vous aider, encore une fois. Donc 3 chiffres principaux sont à retenir. 58, 31, 95. À quoi correspondent ces chiffres? Eh bien, le compte de résultat d'une agence a un certain formalisme, ce formalisme que je vous présente là sous les yeux. Ce compte de résultat va déterminer dans ses premières lignes le chiffre d'affaires de l'activité ou des activités exercées, les charges externes, entendez frais généraux, les impôts taxes, la masse salariale, les autres charges, amortissement prov. Donc un résultat d'exploitation qui est le résultat propre à votre activité, propre issu de vos compétences métiers. Et enfin, derrière, un résultat financier, un résultat exceptionnel éventuellement de l'impôt société pour obtenir un résultat net. 31, 58, 95, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? 58%, c'est en moyenne ce qu'on constate. Alors, sur le poids de la masse salariale rapportée au chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires est une grosse pizza, vous voyez qu'elle est consommée à hauteur de 58% par les différentes rémunérations des collaborateurs. Collaborateurs salariés, mais également, attention, les commissions reversées aux agents co. Sachez juste pour info que les commerciaux, les agents co indépendants, sont considérés sur le plan comptable comme des fournisseurs et leur commission, leur facturation tombe dans les frais généraux. Mais nous, ici, on est en analyse, on est en gestion, on fait ce qu'on veut. Donc, on va retraiter ces sommes-là, on va les enlever des frais généraux, des charges externes, et on va les rajouter à la masse salariale. Et globalement, on constate à peu près de l'ordre de 58%. 31, 31%, c'est globalement les charges, les frais généraux qui sont supportés par une agence. Là encore, c'est des moyennes. Il peut y avoir des gros écarts, quel qu'en soit pour plusieurs raisons, mais c'est bon d'avoir quand même les moyennes de la profession, de façon à pouvoir, là encore, au mieux, analyser des éventuels écarts. On sait que si on s'écarte trop des moyennes, eh bien, il faudra essayer d'expliquer pourquoi. Il y a peut-être des choix de gestion qui expliquent ces écarts, mais il faudra être en mesure de l'analyser et de l'expliquer. Au-delà de ces différentes charges et frais généraux et masse salariale, on a encore d'autres petites charges qui pèsent à hauteur de 2,5% en moyenne. Le 9,5 qui était important à retenir, eh bien, c'est le résultat d'exploitation moyen au cours de ces dernières années. Ça n'a que très peu varié au cours des dernières années. C'est le résultat d'exploitation moyen d'une agence immobilière en France, issue de la base de données de Galian. Je rappelle là aussi à cette occasion que même si tous les dossiers sont pas forcément analysés, parce qu'il y en a qui sont pas pertinents en eux-mêmes, mais on bénéficie quand même d'une base de données de plus de 11 500 clients sociétaires. Et c'est pour ça, petite page de publicité, que j'en profite pour vous rappeler que Galian, effectivement, vous embête un petit peu chaque année à vous demander vos déclarations de chiffre d'affaires, à vous demander vos bilans, etc. Mais soyez sympa de nous renvoyer ces informations le plus vite possible, parce que c'est ce qui nous permet de vous restituer derrière des ratios de la profession, des ratios métiers. Un petit focus sur les frais généraux, de quoi se composent ces frais généraux et quel est le poids relatif de chaque frais généraux par rapport à ça. Alors j'en profite pour lire un petit peu, je les lis pas tous parce que il y a des messages, mais effectivement dans les frais généraux, dans la masse salariale, on va retrouver globalement la rémunération du dirigeant, mais c'est clair que il peut y avoir des écarts à ce sujet-là parce que certains d'entre vous préfèrent ne pas se verser de masse salariale ou le minimum pour bénéficier de la couverture sociale et derrière se prendre plutôt des dividendes. Dans ce cas-là, évidemment, le poids de la masse salariale serait moins important et le résultat plus important. Et en ce qui concerne aussi les chiffres, alors ces chiffres-là sont toute activité confondue.
Mais c'est assez amusant de constater que, en ce qui concerne les frais généraux, il peut y avoir des petites différences sur la masse salariale, mais qui sont pas énormes. Le syndic étant peut-être un poil plus gourmand, que peut-être plus près de 60%, mais on n'a pas des écarts qui s'écartent de façon significative. Et en ce qui concerne les frais généraux, donc les 31%, c'est ce qui est assez rigolo, c'est de voir que on a une répartition de ces frais généraux qui est complètement différente en ce qui concerne le transactionnaire ou l'administrateur de biens ou le syndic, mais au global, ça reste quand même proche des 31%. Le premier poste de frais généraux, alors cette fois de transactionnaire, je précise bien de transactionnaire, hein, c'est écrit, un poste qui représente entre 8 et 9%, eh bien, c'est le poste publicité. Normal pour les transactionnaires, ce poste-là est assez gourmand. Bon, juste, même si c'est pas le sujet du matin, soyez vigilants sur ce poste-là. Des dérapages peuvent être constatés assez régulièrement. En vitesse de croisière, ne dépassez jamais 10% de publicité. Si vous dépassez 10% de publicité, c'est que globalement, il doit y avoir des supports qui sont mal étudiés. Le deuxième poste, il est assez rigolo. Aussi, c'est le poste loyer et charges. Il est un petit peu plus fort pour les transactionnaires que pour l'administration de biens. Pourquoi? Vraisemblablement parce que les loyers des transactionnaires, c'est plus souvent au centre-ville, avec une vitrine, etc. Alors que ceux qui font purement de l'administration de biens, pas forcément de besoin de vitrine, peuvent être un petit peu éloignés des centres-villes. Bon, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Le troisième poste, oui, je m'excuse, c'est celui-là qui est assez, quand je dis rigolo, je sais pas si on va pas se taper sur les cuisses, mais il est en tout cas surprenant parce que il représente à peu près un peu plus de 4% en moyenne, et pourtant aucun agent immobilier n'a 4% de ce poste-là. Il s'agit du poste cotisation. C'est vraiment une moyenne parce qu'en fait, on constate que chez les transactionnaires, il y a pas mal d'entre vous qui êtes adhérents à un réseau ou à une franchise, et dans ce cas-là, le poste cotisation va être peut-être plus proche des 8 à 10% de chiffre d'affaires. Par contre, ceux qui ne sont pas adhérents à des réseaux et qui n'ont que les cotisations obligatoires de Galian, voire les cotisations syndicales de type FNAIM, ce poste-là représentera que 1 à 2% en moyenne du chiffre d'affaires. Et donc, entre ceux qui sont adhérents à une franchise et ceux qui ne le sont pas, eh bien, le poste cotisation se tourne autour de 3,4, 4,5 en moyenne. Le quatrième poste qui est important aussi, qui se distingue un petit peu, c'est le poste frais de déplacement et frais de mission. Après, tous les autres postes tournent aux alentours de 2%. Entre 1 et 2%. Donc ça va nous permettre un petit peu de déterminer un budget, mais on va, puisqu'on est en période un petit peu compliquée, et notamment pour les gens qui sont des transactionnaires purs ou dont la part de chiffre d'affaires transaction, mais aussi location est important, eh bien tous les sont beaucoup plus sujets aux aléas du marché, et il est sans doute beaucoup plus important pour ces gens-là de connaître les besoins de financement dont ils ont besoin pour faire face à d'éventuelles difficultés. Les activités d'administration de biens et de gestion, c'est un petit peu plus simple entre guillemets parce que non seulement il y a un récurrent, donc une visibilité beaucoup plus grande, mais aussi c'est vous qui êtes maître du prélèvement des honoraires, et donc vous savez facilement à partir de quand ça peut tomber. Donc il y a une vision beaucoup plus pertinente sur les métiers d'administration de biens et de syndic. En ce qui concerne la transaction, c'est un petit peu plus compliqué. Alors d'abord, un petit rappel, d'où vient la trésorerie? Et la trésorerie, il y a plusieurs origines. Bien sûr, il va y avoir les emprunts. Vous pouvez emprunter à la banque ou emprunter à des tiers, la famille ou autre, pour obtenir un financement. Vous avez les emprunts étant plutôt considérés comme des financements à long terme. En parallèle, vous avez aussi la possibilité de négocier des découverts, donc qui sont plutôt des solutions un petit peu plus coûteuses, mais plus rapides à mettre en place et à court terme. On l'oublie un peu, mais on a aussi des trésoreries qui viennent de négociations de délais de remise. Quand vous négociez un paiement de fournisseur à 30 jours ou à 60 jours, eh bien, l'argent qui vous sert à payer ce fournisseur va pouvoir être utilisé à autre chose tant que la facture de ce dernier n'est pas échue.
bien évidemment, il faudra être en mesure quand même de payer ses dettes, mais on peut quand même avoir des négociations qui vous permettent de décaler des paiements de trésorerie et donc de faciliter certaines difficultés potentielles et courtes. Enfin, là aussi, même si ça reste relativement modéré et maîtrisé, mais les modalités de prélèvement des honoraires, alors bien sûr pour la gestion, pour le syndic, pour la transaction, on va le voir, c'est un petit peu différent, mais pour la gestion et le syndic, eh bien les honoraires, ils sont prévus au mandat, les modalités de prélèvement sont prévues au mandat, selon que vous avez des modalités qui sont mensuelles ou trimestrielles, qu'ils soient à terme échu ou à échoir, eh bien, ça peut faire des différences assez importantes en matière de trésorerie. On a aussi, et ça on va pas l'oublier bien sûr, c'est la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire que les résultats passés qui se sont transformés en trésorerie viennent gonfler votre niveau de trésorerie, surtout bien évidemment si vous êtes rentable. Si vous êtes en perte, il est à craindre que la trésorerie soit grignotée par la perte, mais quand vous êtes bénéficiaire, eh bien c'est à terme de la trésorerie qui va rentrer. Et enfin le dernier poste qu'on a que j'ai pas encore affiché, eh bien c'est celui-là, c'est les apports des associés. Pourquoi je le mets en dernier? Parce que on l'oublie un peu, mais pendant les difficultés, alors on n'oublie pas trop les apports, ses propres apports ou ceux de ses associés. Mais sachez que là aussi, même si c'est pas toujours souhaitable, mais quand c'est une question de survie de l'entreprise, eh bien la possibilité d'ouvrir son capital à d'autres personnes de façon à faire un apport de trésorerie. La trésorerie et le résultat sont deux notions différentes. Là encore, un petit rappel rapide. En partant du résultat, on va rajouter à ce résultat, pour déterminer le montant de trésorerie, on va rajouter ce qu'on appelle des charges qui sont non décaissables, c'est-à-dire des charges qui viennent diminuer le résultat, mais qui ne donnent pas lieu à une sortie de trésorerie. C'est typiquement le cas des provisions ou des amortissements. Donc résultat net plus amortissement, ça nous donne la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire le potentiel de trésorerie qui est généré par l'exploitation une fois que toutes les dettes seront payées et tous les chiffres d'affaires encaissés. Ce ratio-là est particulièrement important parce que en cas de demande d'emprunt à la banque va vous demander votre capacité d'autofinancement ou va en tout cas la calculer elle. Si cette capacité est inférieure aux annuités d'emprunt, c'est évident que le banquier ne vous prêtera pas. Donc, il aura un regard assez important sur cette notion de capacité d'autofinancement. Derrière, comme on l'a dit, plus ou moins les délais d'encaissement et de décaissement, ça va nous donner une trésorerie d'exploitation. À cette trésorerie d'exploitation viendra en plus ou en moins les éléments suivants, les emprunts et les apports qui viendront gonfler la trésorerie et les dividendes qui, à l'inverse, viendront diminuer la trésorerie totale. Donc vous voyez que il peut y avoir une différence assez sensible entre le résultat que vous observez sur votre bilan et sur votre compte de résultat et la trésorerie réelle dont vous disposez. Pour revenir plus particulièrement aux agents immobiliers, donc aux transactionnaires, puisque c'est effectivement ceux-là qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés de trésorerie en période de crise, je vous propose comparer une agence immobilière qui est une entreprise de prestation de services, mais la comparer à d'autres entreprises de prestation de services. Vous prenez une entreprise de prestation de services au hasard, il y a une période de commercialisation qui va donner lieu à un bon de commande. En ce qui concerne l'agent immobilier, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va plutôt parler de prise de mandat. Est-ce que c'est vraiment la même chose? En fait, il y a dès ce moment-là une distinction fondamentale entre l'entreprise de prestation de services et l'agent immobilier. C'est que la première peut, au moment du bon de commande, demander et percevoir un acompte. Plus tout au long de la période de la réalisation de sa prestation, il pourra là encore demander des acomptes à son client. Et enfin, au moment de la livraison et de la facturation, il y aura, on va le voir dans la période d'après, un éventuel délai de négociation de paiement du solde de la facture. En parallèle, l'agent immobilier, lui, il aura aussi sa période de commercialisation qui donnera lieu au compromis, mais toujours à ce moment-là, l'agent immobilier n'aura rien perçu et n'a le droit de ne rien percevoir pendant cette période-là. L'entreprise de prestation de service, allez, même si on négocie un délai de 30 jours,
pour payer le solde de la facture, eh bien, on a une date d'encaissement qui va se situer, vous voyez, à peu près au niveau de l'échelle de temps. En ce qui concerne l'agent immobilier, on continue la progression. Il y a un délai de convocation chez le notaire, la signature de l'acte authentique, et c'est à partir de cette date-là, minimum, que vous allez percevoir vos honoraires. Donc, oublions l'entreprise de prestation de service, c'est pas celle-là qui nous intéresse, et observons que, en ce qui concerne l'agent immobilier, il y a une période à financer qui, entre le démarrage la recherche de mandat et la signature de l'acte authentique, peut tourner autour de 4 à 6 mois, peut-être plus proche de 6 mois que de 4 mois d'ailleurs, en temps normal. Donc, il y a une période importante à financer qui va s'atténuer après au fur et à mesure de la vie de l'agence parce que il y aura un récurrent quand même qui interviendra. Mais si vous faites face à une période où il va avoir un petit peu moins d'affaires parce que le marché est difficile, eh bien cette période à financer redeviendra un petit peu plus importante. Donc, on va essayer de déterminer un besoin de financement. En fait, il y a deux façons de calculer un besoin de financement. Prenons le cas de l'agent aérien. L'agent aérien va estimer son besoin, à déterminer que il reverse 55% de commission à ses agents co. Donc, une marge qui lui revient sur chaque affaire, une marge qu'on appelle sur charge variable de 45%. Qui devra faire face à différentes charges fixes, des frais généraux, des salaires de l'assistante, de l'accueil, etc. D'autres charges, etc. Donc un total de charges fixes, imaginez pour l'exemple, s'élevant à 172 000 euros. Donc là, juste un petit rappel en ce qui concerne le seuil de rentabilité, c'est pas le sujet du jour, mais le seuil de rentabilité se calcule charge fixe divisé par la marge sur charge variable. Donc ici, 172 000 euros divisé par 45 égale 382. Dans cette configuration, l'agence, tant qu'elle n'a pas réalisé 382 000 euros de chiffre d'affaires, elle est en perte. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le total des charges fixes. Parce que celles-là, elles sont connues et puis elles seront forcément à décaisser à un moment donné ou à un autre dans l'année. Donc, on sait ce montant-là. On va se concentrer sur l'année passée. L'année passée, en N-1, j'avais réalisé 67 ventes. Je peux déterminer donc que chaque vente m'a globalement coûté 2 567 euros, à savoir 172 000 divisé par ces 67 ventes. J'imagine que j'ai 6 négociateurs. Eh bien, le premier moyen de calculer un besoin de financement va être de déterminer, de se dire je vais financer la première vente de chaque négociateur. Donc, le financement du coût de la première vente de chaque négociateur va se calculer de la façon suivante, 2 567 euros, le coût d'une vente, multiplié par 6 négociateurs, 15 402 euros. Donc, je vais avoir, dans cette estimation, un besoin maximum de 15 400 euros qui me permettra, il faudrait que j'ai ça d'avance pour me permettre de bien financer cette première période. On peut avoir une autre façon de calculer ce besoin de financement. Toujours partant des charges fixes, on va cette fois mensualiser ces charges fixes. 172 000 divisé par 12, eh bien chaque mois, l'agence a supporté 14 333 euros. Je vais regarder l'année dernière la période maximale pendant laquelle je n'ai réalisé aucune vente. L'année dernière, entre par exemple le mois de juillet et le mois d'août, je n'ai pas réalisé une seule vente pendant 1 mois et demi. Eh bien, ce mois et demi, mois pendant lequel, bien sûr, les loyers, les salaires, tout ça va continuer de tomber, eh bien, il va falloir que je finance ce mois et demi sans affaires, sans encaissement de chiffre d'affaires. Donc, je vais calculer un besoin de financement minimum de la façon suivante, mes charges mensuelles multipliées par 1,5, soit 21 500. Donc, entre la première estimation et la deuxième, je vais estimer que, grosso modo, si j'ai 18 000 euros, 19 000 euros d'avance, eh bien, ça me permettra quand même de faire face aux aléas de l'activité. Dernier petit point, le plan de trésorerie. Eh bien, le plan de trésorerie, qu'est-ce que c'est? Le plan de trésorerie, c'est un outil qui va servir à la fois à déterminer la période et le montant de mes besoins de financement.
Pour ça, je vais prendre un exemple. Je sais que chaque mois, je dépense à peu près 2500 euros de dépenses récurrentes entre les loyers, la location du photocopieur, des voitures, etc., etc., la pub et compagnie. Je dépense à peu près 2500 euros. J'ai des prévisions qui se montent à 2 transactions à venir avec des honoraires sur vente attendus respectivement de 7000 en janvier et 8000 en février. Avec, dernier élément, un taux de commission reversé aux agents co de 50%, qui sont payés le mois même de l'encaissement des honoraires. En quoi va consister un plan de trésorerie? Eh bien, un petit tableau où je vais partir de ma trésorerie initiale. J'ai au mois d'octobre 30 000 euros en banque. Mes dépenses 2500. Donc, en fin de mois, je vais avoir 3000 moins 2500, 500 euros qui vont être ma trésorerie de départ du mois suivant. Belote et rebelote 2500. J'ai une trésorerie négative de 2000 fin novembre. Fin décembre, toujours pareil, les mêmes charges. Je n'encaisse rien, donc j'ai 4500 de découvert à fin décembre. En janvier, belote et rebelote, toujours mes 2500 de dépenses. J'encaisse par contre ma première vente, 7000, pour lequel je reverse la moitié à mon agent co, et du coup un solde de trésorerie toujours négatif, mais qui diminue un petit peu. En février, mes 2500 de charges, mes 8000 euros de ma deuxième affaire attendue, mes 4000 de reversement à mon agent co, et ma trésorerie toujours négative, mais qui s'améliore. Et bien ce petit outil, très rapide et très facile à mettre en place, a bien répondu à ces deux objectifs, qui sont de savoir à la fois quel est le montant de mes difficultés auxquelles j'aurai à faire face, et enfin la période pendant laquelle j'aurai à y faire face. Ces montants étant des cumuls d'une période sur l'autre, il est clair que si j'arrive à trouver 4500 pour fin décembre, eh bien les 3500 et les 2000 des mois d'après repasseront également positifs. En fait, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, les dépenses d'exploitation, eh bien, pour faire un plan de trésorerie, il faudra déterminer donc bien sûr ces dépenses d'exploitation, et puis au moment où on va le faire, toutes les dépenses qui sont déjà engagées, mais qui ne sont pas encore payées. C'est les délais de négociation, bien sûr, que j'aurais pu obtenir avec avec mes fournisseurs. Et en fait, j'aurais besoin de mes recettes d'exploitation. Je vais mettre tout ça positionné sur mon tableur en date d'encaissement et de décaissement, et ça va me donner mon plan de trésorerie. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans un détail pour vous donner une idée quand même de ce qui peut se faire et de l'importance de cet outil dans la négociation avec votre banquier sur un éventuel découvert. On y reviendra derrière. La budgétisation des produits et des charges. Rapidement, vous avez votre chiffre d'affaires qui est en cours à confirmer. Si vous faites votre plan de trésorerie à partir de demain, eh bien, il faudra savoir que tout ce que vous avez sous compromis là, par exemple, va tomber dans la période à venir. Donc, il faudra tenir compte de ce chiffre d'affaires qui est en cours, les honoraires qui sont connus comme les honoraires récurrents, les honoraires de base, etc., etc. On va rajouter à ce chiffre d'affaires en cours le chiffre d'affaires budgété, les affaires à venir, les ventes espérées, les locations espérées, etc., etc. Éventuellement des honoraires annexes qui ne sont pas encore connus au moment où vous faites votre plan de trésorerie et donc il va falloir estimer. Et en parallèle, les charges, même principe, vous avez vos charges qui sont déjà en cours, les abonnements en cours, les charges déjà engagées, les charges obligatoires auxquelles vous ne couperez pas, auquel il faudra rajouter les charges complémentaires non budgétées, celles éventuellement. Alors, ce petit tableau a été conçu au moment du Covid. À ce moment-là, eh bien, on avait des charges supplémentaires qui étaient liées au travail à distance, de la publicité éventuellement exceptionnelle pour de la relance d'activité, mais il faudra vous arriviez à estimer, vous, des charges complémentaires éventuelles. Et enfin, vous pourrez en contrepartie et en déduction, voir si vous n'avez pas des économies qui peuvent être réalisées par rapport à ce que vous faites toujours. Vous avez des abonnements, est-ce qu'ils sont tous utiles? Vous avez des frais de déplacement, est-ce qu'ils peuvent être diminués potentiellement un petit peu, etc., etc. Et enfin, on va essayer de positionner donc tout ça en date d'encaissement-décaissement. Commençons par les encaissements, les recettes, les affaires en cours, les prévisions, etc. Vous positionnez ça sur une petite période à venir, en général au moins les 6 mois à venir, mais et travailler après en période glissante ou éventuellement sur l'année. Attention, bien sûr, les recettes que vous avez prévues sont des recettes hors taxes, donc il faudra leur rajouter la TVA, du moins pour celles qui y sont soumises, qui est la quasi-majorité en ce qui vous concerne.
Et donc, on va retenir dans notre plan de trésorerie les deux dernières lignes, la TVA collectée et les recettes TTC. On met ça de côté, on passe au décaissement. Toujours pareil en ce qui concerne les dépenses. Le budget qu'on a déjà préalablement vu dans la première partie, qu'on va répartir mensuellement en termes de décaissement. Là aussi, alors la particularité des dépenses, c'est que les premières lignes sont des dépenses qui sont soumises à TVA, donc il faudra calculer la TVA correspondante et donc calculer ce qui sera réellement décaissé, donc le total TTC. Et puis à côté de ça, on a des dépenses qui ne sont pas soumises à TVA, comme par exemple les salaires. Alors je me suis trompé, excusez-moi, les commissions 50%, là, les 15 000, si c'est des commissions reversées à des salariés, ça sera évidemment pas soumis à TVA. Si c'est des commissions reversées à des agents co, ça devra faire partie des premières lignes puisque ça sera soumis à TVA. Et donc là aussi, on va conserver les deux lignes TVA déductible et total des dépenses. Et puis, ça va nous permettre de facilement bâtir notre plan de trésorerie. Pour sa dernière étape, d'abord, il faudra qu'on détermine la TVA à payer. Attention, c'est pas neutre, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. En fait, imaginons que votre TVA que vous avez estimée sur la ligne d'avant, elle se paye au trimestre en général. Donc ça va être un cumul jusqu'à la fin de trimestre et ce cumul va être payé en début de trimestre suivant. Donc on va projeter le cumul jusqu'à fin juin par exemple, et puis après on repartira à partir de zéro en ce qui concerne le trimestre suivant. La TVA déductible, la TVA déductible et en cumul. Et en fait, votre budget de TVA, tous les fins de trimestre, on va additionner le cumul de la TVA collectée moins le cumul de la TVA déductible, et ça va nous donner le net, qui va nous donner le net à payer, qui sera payé en début de trimestre suivant. Belote et rebelote fin septembre, 3 900 moins les 1 650, ça va nous donner un débit de TVA payé début octobre de 2 030 euros. Donc vous voyez que c'est quand même pas sur des chiffres qui sont pas élevés comme ceux que je vous présente, c'est quand même pas neutre. Donc n'oubliez pas cette ligne-là, ça peut être important. Et enfin, donc du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre plan de trésorerie. Mon solde de trésorerie initial, mon total des recettes TTC que j'ai vu dans les premières lignes, mon total des dépenses TTC que j'ai calculé au tableau précédent, ma TVA à payer, et donc je tire un trait et j'ai mon plan de trésorerie qui va me permettre, alors ça c'est le plan de trésorerie est un plan itératif, hein, ça c'est le premier jet, et ce premier jet, malheureusement il n'est pas terrible, puisqu'il me permet de voir que immédiatement j'ai besoin de 2 000 euros, et 2 mois après, en juillet, je vais avoir besoin de 6 000 euros. Quelles sont les actions que je peux faire pour essayer de passer cette mauvaise période? Des solutions immédiates, rapidement, des négociations avec des fournisseurs, tant sur des délais éventuels que sur un montant, une ristourne potentielle. Je peux imaginer des reports de dépenses non engagées, des économies de charges. Bon, c'est un peu l'évidence, mais c'est aussi une source assez importante et assez facile, quoi qu'on en pense, à mettre en place. Un étalement des charges sociales et éventuellement des impôts. Attention, attention, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. En général, ça se fait assez facilement, les impôts et les charges sociales, à partir du moment où vous respectez votre échelonnement, c'est quelque chose qui est relativement facile à obtenir de leur part. Et bien sûr, éventuellement, les apports d'associés ou l'ouverture au capital qu'on avait éventuellement évoqué tout à l'heure, si c'était quelque chose de nécessaire pour éviter la liquidation. Francis, j'ai une question pour répondre à la J'hésite question. à mettre ça en place, mais je le signale quand même. Le plan de redressement, moi j'ai vu plusieurs agences qui ont été sauvées grâce à un plan de redressement. Alors on n'aime pas ça, surtout en tant que chef d'entreprise, mais sachez que c'est aussi une solution. Vous allez voir le président du tribunal de commerce qui, lui, si vous avez un plan qui est solide, donc un plan du type de celui que je vous présente, eh bien ce plan-là, il vous permet d'éventuellement étaler vos dettes, échelonner vos dettes sous couvert et sous regard du tribunal de commerce. Ça peut permettre, alors c'est vraiment une solution extrême, mais ça peut vous permettre de sauver votre entreprise. Enfin, bien sûr, l'obtention de découverts bancaires, bien sûr. Et solution à moyen terme, on va avoir les souscriptions d'emprunt, les renégociations de prêts, l'ouverture du capital. Oui, pardon, je l'ai cité dans les solutions à court terme, mais c'est vrai que c'est plutôt à moyen terme. Et solution face aux difficultés, bien, une fois qu'on sait tout ce qu'on peut faire, essayons de voir ce que ça donne sur notre plan de trésorerie. D'abord, mon loyer.
je m'aperçois que mon loyer, je le paye trimestriellement d'avance, sans demander de négociation sur le montant. Je peux essayer, et je sais que pendant le Covid, ça très souvent ça a été fait. Je demande un impaiement mensuel et non plus trimestriel d'avance. Sur les dépenses, je baisse immédiatement mes dépenses de 1 100 €. Et bien sûr, par contre, je les augmente au cours des 2 derniers. Faire 1 000 € en mai, eh bien, sans renoncer à la totalité de ma publicité, toutefois, je la décale de quelques mois. Mes charges sociales, je demande un étalement et je demande à payer ça sur 3 mois. Voilà les différentes. J'en prends 3, hein, mais vous 3 parmi tout ce qu'on vient de voir. Quels sont l'impact sur les dépenses? Eh bien, vous voyez moins 1 000 tout de suite, moins 3 000 en juillet, un peu plus sur les mois suivants. Qu'est-ce que ça donne sur mon plan final? Eh bien, vous voyez que, alors que tout à l'heure, j'avais un découvert immédiat de 2 000 € et quelques, là, il ne s'élève plus qu'à 1 140 € sur le mois de mai. Et en juillet, alors que j'avais 6 000 et quelques tout à l'heure, je n'ai plus que moins 2 000. Avec un outil comme ça, je vais voir mon banquier. Je vous assure que, alors les banquiers sont souvent des gens qui sont toujours présents quand on n'a pas besoin d'eux, mais c'est surtout des gens qui n'aiment pas être mis devant le fait accompli. Donc si vous allez les mettre devant le fait accompli en disant j'ai besoin d'un découvert et que le découvert il est déjà un peu entamé, vous aurez des difficultés à négocier. Par contre, si vous présentez un outil de ce type-là, je peux vous assurer que vous multipliez vos chances d'obtenir un découvert, parce que qu'est-ce qui va se passer sur ce plan-là? Vous lui dites, monsieur le banquier, j'ai besoin d'un découvert immédiat de 2000, jusqu'en juillet, jusqu'en août, donc sur 4-5 mois. Je commence à vous le rembourser 5 mois après, je vous rembourse et mon découvert ne sera plus que de 1000, et début d'année suivante, je vous le rembourse en totalité. Eh bien, avec un outil comme ça, qui est vérifiable, alors après, on sait très bien que ça sera changé que la réalité sera un petit peu différente, mais en tout cas, vous avez réfléchi à votre activité, vous avez formalisé un plan de trésorerie. Le banquier, lui, vous avez répondu à ces questions qui sont les siennes avant de pouvoir vous accorder un découvert éventuel et notamment sur une période. Là, vous le rassurez tant sur le montant que sur la période. Voici un Francis, petit on a peu. des questions sur la TVA mensuelle, trimestrielle. On peut Oui. opter pour les deux options, mensuelle, trimestrielle, ou il y a un format imposé? Non, alors ça dépend un petit peu du volume de chiffre d'affaires, mais vous pouvez. Il y a trois possibilités. Il y a des TVA mensuels, des TVA trimestriels, voire, mais ça ne concerne que des petites structures, des TVA annuels avec une régularisation qu'une seule fois par an. Mais pour vous, comment dirais-je, pour des agences qui ont déjà un certain volume ou autre, on rencontre souvent du mensuel et quelquefois du trimestriel. Les deux sont possibles. Ok, merci Francis. Et une autre question aussi, toi qui as l'habitude, aujourd'hui un gestionnaire en administration de biens, il gère à peu près combien de lots en moyenne? Alors, un gestionnaire, en moyenne, il va gérer. Alors, je l'ai pas par gestionnaire, mais on peut faire une estimation. En fait, en gros, on s'aperçoit on est en gérance locative, hein, bien sûr. On gère à peu près un peu plus de 130 lots par individu, mais pas par gestionnaire. Si vous avez un pool qui se compose d'un gestionnaire, une assistante et un comptable, le nombre de lots sera divisé bien sûr par 3. Donc un gestionnaire, si on part de là, eh bien un gestionnaire, il va être grosso modo, il va gérer aux alentours de 350 à 400 lots. Merci. Entre 300 et 350 lots plutôt. Pardon. En moyenne, hein, en moyenne. On est d'accord. En ce qui concerne le syndic, on est plus près des 450 à 500 lots, bien évidemment. On a souvent au syndic la triplette. Gestionnaire assistante comptable pour 1500 lots, donc divisé par 3, ça fait 500 lots par individu. Alors on a vu un petit peu des difficultés auxquelles on pouvait être amené à faire face. C'était pas forcément la partie la plus réjouissante, mais il était important, je pense, de vous expliquer un petit peu tout ça. Il y a quand même aussi autre chose qu'on peut mettre en place, et notamment en période de difficulté comme en période normale, c'est d'arriver
à se procurer un petit peu plus de chiffre d'affaires et à diversifier ce chiffre d'affaires. Et ça, c'est la partie de Fabrice qui va vous en parler dès maintenant. Fabrice, je vais absolument t'appeler Patrice, c'est fou. Fabrice, c'est à toi. Oui, merci Francis pour ces brillantes explications. Alors, vous avez des points d'attention, quelques bases de référence. Et maintenant, ce qu'on voulait absolument vous délivrer comme message aussi, c'est qu'il y a moyen d'optimiser son business, de créer des nouveaux flux de croissance liés à d'autres, je dirais, points d'expertise de Galian, puisque nous sommes assureurs avec de plus en plus d'offres à vous proposer. Alors, en effet, l'assurance dans vos métiers, c'est quelque chose que vous maîtrisez depuis, que vous utilisez depuis de nombreuses années. Juste pour vous rappeler quelques points qui concernent la réglementation, à savoir que l'assurance est une activité réglementée et que en matière de distribution d'assurance, il y a 4 questions à se poser. Est-ce que vous proposez des contrats d'assurance? J'espère, sinon c'est en RCP ce que ça risque de se passer. Est-ce que vous exposez les conditions de garantie? Idem. Est-ce que vous recueillez l'adhésion au contrat d'assurance? Jusque-là, je dirais que c'est vos métiers loi Hoguet qui vous obligent à faire ça. Et la 4e question cumulative, est-ce que vous percevez une rémunération? Alors, si c'est pas le cas, vous êtes en effet pas des distributeurs d'assurance, mais c'est quand même dommage de travailler quasi gratuitement sur des sujets d'assurance et de ne pas en percevoir quelques subsides. Alors, je vous donne quelques éléments comptables qui sont issus des bases de données des auditeurs, qui servent également Francis dans les discours qu'il vous a délivrés tout à l'heure. Vous avez ici quelques éléments moyens, chiffrés, et je voudrais avoir 2 focus. Le chiffre d'affaires que génère un mandat de gestion, à peu près entre 500 et 550 euros en moyenne. Voilà ce que vous rapporte chaque mandat de gestion signé. Et en syndic, on est grosso modo sur 160, entre 150 et 170 euros par lot de chiffre d'affaires pour chacune de ces 2 activités. Alors, il y a évidemment votre activité principale qui est bien sûr de la loguer, mais vous pouvez adjoindre de manière accessoire, et j'insiste sur le volet accessoire, à cette activité principale, les activités d'assurance. Alors, celles qui sont liées au mandat de gestion, on parle bien sûr de garantie de loyer impayé, de propriétaires non occupants, donc c'est bien accessoire au mandat de gestion. Côté location transactionnaire également, le contrat de location, eh bien, vous pouvez proposer de la multirisque habitation. Je parle bien de celle de l'assurance de vos locataires liée au bail. Et puis, par rapport au contrat de syndic, l'assurance immeuble, bien sûr, l'assurance multirisque chantier avec l'ADO et puis protection juridique de la copropriété. Donc, 3 activités principales loi Hoguet à laquelle bien répondent des solutions d'assurance obligatoires, essentielles, nécessaires. Vous mettez la définition que vous voulez. Alors, sur ce plan-là, comment faire? Alors, vous avez la possibilité du mandataire d'assurance. C'est une des solutions, en tout cas, sur lesquelles nous optons, nous, Galian, à compter de la semaine prochaine, puisque de grands chamboulements vont concerner votre compagnie d'assurance. Mandataire d'assurance, donc c'est vous, vous répondez parfaitement aux critères, exclusif ou non. Non-exclusivité, c'est plutôt quand même dans l'air du temps en ce qui concerne vos activités. Vous faites de l'assurance liée à mandat de gestion, bail ou contrat de syndic. Vous êtes mandaté par un assureur, Galian Assurance demain, et donc vous travaillez sous couvert de l'assureur. Vous pouvez à ce moment-là, aller directement vous inscrire auprès de l'ORIAS. Pas besoin d'association professionnelle. Par le passé, nous avions proposé des statuts de mandataire d'intermédiaire d'assurance. À ce moment-là, association professionnelle, NDIA, votre asso. Mandataire d'assurance, pas besoin. Donc, simplification des démarches. Vous allez directement à l'ORIAS qui va aller vérifier 2-3 choses. La capacité professionnelle à distribuer l'assurance, diplôme ou formation. Niveau 3 suffit, donc c'est très léger, je dirais, dans cette acquisition de compétences et de capacités professionnelles. Veillez bien à ce que votre chiffre d'affaires assurance ne dépasse pas 50%, sinon vous êtes trompé de métier. Pensez bien au côté accessoire de l'assurance. Il faut juste avoir un intermédiaire ou un assureur qui vous délivre un mandat de distribution. Et si vous êtes bien dans un cadre accessoire, vous êtes libéré des obligations de formation continue liées à l'assurance. Mais par contre, vous pourrez récupérer des honoraires complémentaires. Et ce sont ces fameux relais de croissance qui viendront agrémenter les différentes lignes du budget, par exemple, que vous a montré Francis. Alors, en vrac,
et sans rentrer dans le détail, sur la GLI, bien sûr, les honoraires complémentaires. Si vous en facturez aujourd'hui sans être distributeur d'assurance, c'est pas légal, c'est pas possible, hein, puisque une directive européenne vient encadrer tout ça. La PNO avec les commissions plus éventuellement des frais de distribution, multirisque habitation. Bref, à toutes ces questions de produits d'assurance et de distribution d'assurance, vous pourrez récupérer à la fois des honoraires, des frais, des rétrocessions de commission, qui d'ailleurs, rétrocession de commission, c'est-à-dire une partie de la prime qui vous est reversée par l'assureur, qui elles ne sont pas soumises à TVA, mais qui sont soumises à des taxes sur les conventions d'assurance directement prélevées par les compagnies d'assurance. Donc c'est du net, je dirais, qui vient s'implémenter directement dans votre bilan. Alors, je vous ai donné quelques éléments de réflexion, hein. Ce sont des exemples. Retenez le côté visuel. Si vous faites de la gestion, eh bien, les honoraires GLI, les commissions, rétrocession de commissions PNO, les éventuels honoraires sur la propriétaire non occupant, parce que évidemment, il faudra garder dans le viseur le prix que paye votre bailleur. Si vous lui proposez un meilleur prix tout en, je dirais, percevant des honoraires sur la gestion, la mise en place et les bénéfices que votre propriétaire a à passer par vous, eh bien, vous rajoutez tout ça et vous voyez qu'au final, votre métier de base, l'activité principale, va représenter grosso modo 80%, bien sûr, de la rentabilité, enfin en tout cas du chiffre d'affaires pour un mandat de gestion, mais qu'à ça, vous pourrez rajouter tout le reste et au final arriver, alors évidemment j'inclus le gain de TP parce que plus vous maîtrisez les sujets en interne, plus vous gagnez du temps, pas besoin d'aller chercher des solutions externes et de compter sur les différents assureurs, c'est vous qui gérez et qui maîtrisez, eh bien vous pouvez sans exagérer, avoir entre 10 et 15% de chiffre d'affaires supplémentaire, complémentaire par rapport à votre activité principale. Le schéma marche aussi si les loyers sont un petit peu plus bas. J'en ai fait pour tout le monde, pour 1000 euros, pour 750 euros. Et on est toujours là-dessus, en sachant que, je dirais à la limite, plus le loyer est bas, plus le pourcentage est important, puisque finalement assez peu dépendant du montant qui t'en sait. Ça marche aussi en syndic, hein, avec l'assurance immeuble, l'ADO et tout le reste. Donc, si vous combinez eh bien, toutes ces solutions d'assurance en interne, à la fois sur le département transactions, administration de biens et syndic de copropriété, voilà ce que ça pourrait donner. Et oui, certains de vos confrères, il y en a d'ailleurs dans l'assistance, ont déjà pensé à optimiser tous ces postes-là. Et finalement, un ancien président nous disait travailler plus pour gagner plus. Le successeur vous a fait travailler plus en gagnant moins. Eh bien, le postulat d'aujourd'hui, c'est travailler pareil et gagner plus. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui est tout à fait possible en utilisant toutes les solutions, la diversification du chiffre d'affaires qui viennent de se rajouter peut-être à d'autres sujets. Voilà, Francis, tu as certainement toi déjà pu constater sur le terrain certains de nos clients qui ont déjà utilisé ce modèle certainement. Oui, tout à fait. Donc, je confirme qu'effectivement, ce sont des apports vraiment intéressants par rapport à vos métiers. Et peut-être une dernière petite caractéristique, c'est que on constate que les taux d'honoraires ont plutôt tendance, taux d'honoraires de base en gestion ont plutôt tendance à baisser parce que grignoter, renégocier, etc. Il faudra certainement trouver des compléments de chiffre d'affaires dans les années à venir. L'assurance, c'est ce que vient de vous expliquer Fabrice, est plutôt est tout à fait dans cette optique-là. Du coup, vous, Fabrice, il y avait deux, trois petites questions. Je sais pas si tu les as vues passer. D'abord, est-ce que à combien proposez-vous la PNO chez Gallian? Alors, aujourd'hui, elle est à 86 euros. Alors, petite information importante, elle va passer à 92. Non pas qu'on prend un peu plus d'argent, mais au 1er janvier va s'appliquer l'augmentation de la taxe catastrophe naturelle qui va s'appliquer sur l'ensemble des contrats de dommages.
Donc, il faut regarder la prime hors taxe. On n'a pas d'augmentation sur la prime hors taxe, mais mécaniquement, eh bien, la taxe CatNat va passer de 12 à 20% sur l'ensemble des contrats PNO, MRH, multirisque immeuble, DO, automobile. Bref, oui, la contribution que nous allons apporter au régime des CatNat va être largement relevée. On me posait aussi une question sur l'obligation, c'est ça, Francis? Oui, sur le texte de loi qui rendait obligatoire l'inscription à l'ORIAS des agents immobiliers. Alors c'est simple, ce code des assurances, ça date de 2018. Alors votre courtier, eh bien, il ferait bien alors, non, il ferait bien. Oui, ça serait bien quand même qu'il se rapproche de ces instances ou de la réglementation. 2018, ça fait maintenant 6 ans. 6 ans. Et il y a un texte de la Cour européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui date de septembre 2023, qui est venu clarifier les choses et Talleyrand s'est posé la même question. Eh bien, oui, il doit y avoir une équité dans les canaux de distribution. Pour je dirais pour l'équité du conseil à l'assuré, puisque c'est de ce dont il s'agit. Et à partir du moment où il y a un intérêt économique, eh bien, donc pour vous, c'est les honoraires complémentaires. C'est aussi la prise en charge, la compensation dans l'indemnisation du loyer. S'il n'y a pas de loyer qui rentre, Francis, tu me dis si j'arrête une bêtise, hein, s'il n'y a pas de loyer qui rentre, normalement, vos honoraires ne peuvent pas être perçus. Ils sont en suspens et lié au bon paiement du loyer. S'il y a un contrat loyer impayé que vous avez mis en place, l'assureur vient compenser cette absence de rentrée d'argent et vous permet de récupérer vos honoraires. On est bien là sur la définition d'un intérêt économique. Ça peut être matériel, immatériel, direct, indirect. Le client qui pousse votre porte en disant « j'ai vu que vous faites l'assurance loyer impayé, je veux signer un mandat de gestion ». Bref, la frontière entre rien du tout et l'intérêt économique étant extrêmement ténu, eh bien oui, c'est obligatoire. Et je vous ai mis mon email dans la fenêtre de conversation. Si vous voulez que je vous fournisse les textes, c'est avec grand plaisir. Vous m'envoyez un mail et je vous fournirai donc cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc très sincèrement, à aujourd'hui, en administration de biens, il n'y a vraiment plus débat. L'inscription à l'ORIAS est purement et simplement obligatoire, sinon c'est exercice illégal d'une profession réglementée, c'est 7 500 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Ça fait mal quand même, hein. Être condamné parce qu'on veut optimiser son chiffre d'affaires, c'est un peu la double peine, Francis. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai essayé de répondre un petit peu. Il y avait d'autres questions qui te J'ai pas vu particulier, j'ai essayé d'en répondre à d'autres, alors c'était un petit peu difficile. Moi, ce que je vous propose, c'est de toute façon, moi je reste aussi à votre disposition. Si c'est plutôt des questions d'origine chiffrée ou autre, alors je peux mettre mon mail d'ailleurs aussi dans le chat. Si c'est plutôt d'origine des questions d'origine financière ou gestion ou autre, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Si c'est plutôt concernant l'assurance, je vous renvoie plutôt vers mon ami Fabrice. Et puis, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir peut-être au cours d'audits, de salons ou d'autres manifestations quelconques ou dans d'autres sujets de formation. Je ne sais pas trop ce qu'on vient de terminer. Alors pour la partie assurance, j'ai une question. Hein, donc en effet, en location, on va dire que l'offre assurantielle en location, c'est quoi? C'est l'assurance habitation du locataire. Donc oui, il y a, allez, je vais vous donner un chiffre comme ça qui est une moyenne. Il y a grosso modo, une quinzaine d'euros à gagner par contrat d'assurance habitation. Alors si vous faites que de la transac, que de la location, bon, 15 euros c'est mieux que rien. Après, le coût d'une inscription à l'ORIAS, hein, c'est pas très élevé. Ça coûte à peu près un peu plus de 300 euros. Il faut aussi qu'il y ait par an, hein, 325 euros par an. Avec tout qui va bien, il faut aussi qu'il y ait un intérêt économique derrière. C'est pour ça que on va plutôt se concentrer sur l'administration de biens et le syndic. Hein. Je vous donne un exemple aussi. Hein, c'est en multirisque immeuble, notamment, vous sur la prime d'assurance. Allez, messieurs les syndics, vous prenez votre portefeuille prime d'assurance. Vous enlevez grosso modo un tiers, différentes taxes et frais des assureurs. Ça nous donne une fourchette basse. Là-dessus, vous appliquez 15%, vous regardez ce qui reste et vous dites, est-ce que la somme qui reste, j'ai envie de la prendre moi ou est-ce que je veux la laisser aux assureurs? Si la réponse est, je leur laisse, écoutez,
bonne continuation. Et puis, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de moi. Si par contre, vous dites, ah ouais, mais quand même, en effet, ça peut être intéressant, à ce moment-là, eh bien, rapprochez-vous de moi et on peut initier le truc. En administration de biens, c'est exactement le même principe, hein. Un contrat d'assurance PNO, il y a, allez, grosso modo, 25% de rentabilité, 25% de tout ce qui est payé par le bailleur qui peut être récupéré pour vous en PNO. En GLI, c'est pareil, on est à 1% d'honoraires. Francis, grosso modo, c'est ça, hein, entre 0,5 et Ouais. 1% d'honoraires complémentaires, c'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'on peut constater sur certains portefeuilles. Oui, tout à fait. Voilà, donc vous faites Donc, c'est 1% de pas votre, neutre. c'est pas neutre, 1% de votre quittancement qui peut rester dans votre poche. Et bah écoutez, si ça vous intéresse, we need to talk. Francis, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est merci à vous tous d'avoir été présents et puis pour les petites questions que vous nous avez posées ou autres. On vous souhaite le meilleur dans le développement de vos cabinets, en espérant que la crise immobilière soit pas une trop grosse crise et que tout le monde s'en sortira au mieux. Et puis à bientôt encore une fois au cours d'autres occasions, on l'espère. Voilà, Merci à tous en ce qui me concerne. c'était le dernier sous le nom de Galian, puisque dès lundi prochain, nous aurons une nouvelle identité, une nouvelle page de ce qui fut la caisse de garantie se tourne. Galian devient Galian SMA BTP et ça sera l'occasion de s'engager sur de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Juste derrière, peut-être une dernière petite question, parce que je pense qu'elle est importante. Comment obtenir des documents types pour la diffusion et la proposition à nos mandats? Je pense qu'on peut peut-être te contacter par mail pour ça. Oui, j'ai laissé mon mail justement pour toutes ces questions-là, comme tu Ouais. l'expliquais. Vous m'envoyez un mail et puis je me ferai un plaisir de vous aider à gagner un peu d'argent. C'est pas encore une honte. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci bien.